Bien, je vous propose qu'on se donne 1 ou 2 minutes encore pour laisser à ceux qui sont dans les escaliers le temps de finir d'arriver. Et on commence cette 4e audition citoyenne avec Olivier Faure. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, 4e audition citoyenne, c'est au tour de Olivier Faure, donc premier secrétaire du Parti socialiste et député de Seine-et-Marne, de passer 45 minutes avec vous dans cette salle, avec exactement le même procédé que pour les précédents, c'est-à-dire 5-6 minutes de parole de citoyens récoltées dans les 15 derniers mois au fur et à mesure de pérégrination à travers le pays. Réaction de vous dans la salle sur qu'est-ce que, au vu de ces paroles et au vu de votre expérience quotidienne de citoyens, d'habitants de ce pays, vous semble être les grands enjeux dont il faut qu'on discute ensemble et sur lesquels vous souhaitez entendre la réaction d'Olivier Faure. Puis Olivier Faure prendra la parole à son tour pour réagir à ce qu'il aura vu dans le film et à ce que vous aurez dit. Et puis ensuite, on aura un temps de débat ensemble, vous, lui, et il sera alors temps de conclure. Je vous propose tout de suite de commencer. On regarde ce que nous ont dit des habitantes et habitants du pays dans les derniers mois, et après, vous réagissez. Ça, c'est si la régie est OK. Si la régie n'est pas OK, on prend 1 ou 2 minutes de plus. On me dit de faire du vélo. C'est-à-dire que je crois que les coureurs sont dans une côte un tout petit peu difficile en ce moment. Je vais avoir du mal à suivre le rythme. C'est le col de Mont-Louis, je crois, en ce moment. C'est 2e catégorie tout de même. Je risquerais de faire fuir tout le monde si je commençais à chanter. Puis on a la chance d'avoir eu quelques gouttes ce midi, donc je voudrais pas qu'un orage tombe sur cette belle ville. Comment ça ? Alors, je peux faire déjà le premier bruitage, qui est un brouillard. Et après... Donc pendant qu'on résout le problème de régie, je vais peut-être prendre au hasard 2 personnes. Voilà, vous et vous. Ça tombe sur vous, désolé. Peut-être... Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui participer à cette audition citoyenne et qu'est-ce que vous attendez de cet échange avec Olivier Faure ? Alors tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je suis là aujourd'hui pour qu'il y ait un débat
sur des causes sur des causes qui nous touchent tous, qui sont intéressantes. On est là aujourd'hui pour avoir certaines réponses à nos questions par rapport au présidentiel, sur la gauche, sur l'avenir de la gauche, qui nous interroge. Et voilà, tout simplement. Juste dans la dernière année, quel est le sujet qui vous a le plus marqué dans le pays et donc vous vous dites, on a une présidentielle dans 1 an, c'est un sujet dont il faut absolument qu'on s'occupe? Je pense que l'extrême droite commence à vraiment prendre une grande place en France. Je pense que la démocratie est très importante et qu'on doit essayer de la conserver, qu'on doit absolument déconstruire le programme de l'extrême droite et qu'on arrête, avec les divergences de la gauche, de rester en arrière par rapport à la droite qui monte en puissance aussi. Et déconstruire le programme de l'extrême droite, ça veut dire quoi? Tout simplement montrer que ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai, d'essayer d'aller dans la France périphérique ou dans les banlieues, montrer que la gauche est là, qu'elle peut subvenir aux besoins des gens et renouveler un peu cette gauche. Juste pour compléter la réponse, aussi ce qui est dit, c'est que certes, aller voir aussi les personnes dans cette France périphérique, mais aussi voir qu'est-ce qu'eux ils font aussi. Tout ce qui est fait aussi dans les territoires, dans les initiatives, et qu'on puisse aussi, qu'on n'ait pas des grandes réflexions simplement aujourd'hui et qu'on parte d'ici sans avoir avancé, mais qu'on puisse voir à partir du terrain qu'est-ce qui est fait pour vraiment faire un vrai programme. Vous avez l'impression qu'on ne va pas assez sur le terrain? Non. Non, absolument pas. Et qu'est-ce que ça apporterait de plus? Parce que tout le monde réfléchit, les élus sont élus de certains endroits. Il n'y a pas que les élus ou les militants qui doivent aller sur le terrain, mais je pense que c'est également aussi dans nos discussions aussi au quotidien et voir aussi les initiatives qui sont faites, que vous pouvez aussi rattacher les gens à la politique parce que soit un élu, bien évidemment, c'est son travail, les militants pareillement, mais c'est aussi comment vous faites en sorte que les personnes qui sont un peu partout en France se disent finalement, on va essayer de s'intéresser à la chose publique, tout simplement. Merci beaucoup. Madame. Pourquoi est-ce que vous êtes venu cet après-midi participer à cette audition citoyenne et qu'est-ce que vous attendez de discuter avec Olivier Faure? Bonne question. Non, juste par curiosité, vraiment voir ce qu'Olivier Faure a à dire, voir un petit peu ce qui se dessine pour la campagne pour 2022. Voilà, vraiment par curiosité. Vous, j'imagine que vous avez des attentes, vous avez une vie, et dans cette vie, il y a des choses qui vous touchent, il y a des choses qui vous interpellent. De quoi est-ce que il va y avoir une campagne présidentielle? De quoi est-ce qu'il faut qu'il soit question dans cette campagne présidentielle pour que vous ayez l'impression qu'elle serve à quelque chose pour le pays? Peut-être adresser les questions qui se soulèvent depuis les élections régionales. On voit qu'il y a vraiment un désintérêt pour les et pour les élections régionales, voir comment peut-être les politiques s'emparent de cette question. Je pense que c'est assez important. Ça passerait par quoi de votre point de vue? Je sais pas, vraiment je sais pas. J'attends de voir ce qu'on nous propose. Peut-être votre voisin derrière a une réponse à la question. Ça passe par quoi de réconcilier les citoyens avec la politique? Alors si vous voulez, tout d'abord, je suis agréablement surpris de voir le monde qui est là aujourd'hui. Quand je me rappelle les dernières élections où il y avait très peu de participation, j'ai l'impression que ça me rassure un peu. Ceci dit, est-ce qu'on arrivera à gauche à se rassembler pour avoir réellement un candidat unique? Est-ce qu'on ne sera pas comme la droite qui actuellement s'entre-déchire, hein? Il faut qu'on y arrive. L'histoire nous prouve qu'on a eu une période exceptionnelle. Tout le monde était euphorique en 81, et puis petit à petit, on s'est laissé avoir, et puis aujourd'hui, on ne sait pas comment on va arriver à se rassembler pour ne pas vivre ce qu'on a vécu en 2017. Alors, vous avez mentionné 2017 et 81. Hier, dans la soirée sur les Gilets jaunes, il y a eu un jeune qui était dans une interview qui témoignait, qui disait « Mais le problème des Gilets jaunes, il ne remonte pas à Macron,
C'est avant, c'est Hollande, c'est Sarkozy, c'est Chirac, et même Mitterrand, il disait. Et vous, en fait, vous venez de dire 81, 2017, vous avez l'impression que c'est les sujets dont il faut qu'on s'occupe aujourd'hui, ils datent de quand? J'avoue, j'ai pas en tête vraiment la période où ça s'est dégradé. Hein. Mais bon, il faut absolument qu'on arrive à ce que les jeunes s'intéressent à la politique, hein, et que les élus montrent l'exemple. Écoutez, bon, on dit les jeunes se désintéressent, ils disent les élus sont tous pareils. Quand je vois quand même qu'à l'heure actuelle, le ministre de la Justice ne se rappelait pas qu'il y avait 300 000 euros qui étaient pas faits. Vous avez 300 000 euros qui tombent de votre poche, là d'ailleurs, monsieur, faites attention. Vous avez 300 000 euros qui tombent de votre poche, là, il faudrait faire gaffe à ne pas les oublier. Non, mais comment voulez-vous que les jeunes soient intéressés et ne disent pas tous pourris? Alors on va leur demander. Bonjour. Bonjour. Moi, ça m'agace un petit peu quand on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, parce que c'est faux. En réalité, c'est les premiers qui sont dans la rue, c'est les premiers qui se mobilisent, qui bloquent, qui sont dans le mouvement climat, qui sont dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements de lutte contre les violences policières. Donc c'est pas vrai, les jeunes sont politisés, mais ils se mobilisent autrement, parce qu'en fait, on a un problème de représentativité. C'est pas normal qu'on ait aucun ouvrier, qu'on ait personne à l'Assemblée nationale qui puisse représenter le peuple dans toute sa diversité. Et voilà. Et moi, ma question, je pense plus générale, moi je suis très attachée à la question des quartiers populaires. Et du coup, je serais intéressée de savoir ce que le PS prévoit pour essayer de se mobiliser au sein des quartiers, quelles solutions on peut trouver. Et parce que c'est des quartiers qui ont été abandonnés par les partis politiques depuis un bon moment. Donc comment faire pour y être encore plus? Bah écoutez, ce premier tour de parole nous donnait un bon aperçu de ce qu'on entend dans le pays. Je vous propose de continuer directement en vidéo. On me dit qu'elle est prête. Et on se retrouve tout de suite après. Le président de la région n'a aucun pouvoir, le maire local n'a aucun pouvoir, le député local n'a aucun pouvoir, et le préfet, représentant de l'État, en principe, qui a le pouvoir, bah les boîtes, ils ont... Et c'est un problème de démocratie, parce qu'on vote pour des élus, mais ils n'ont pas le pouvoir. La mondialisation, il y a tout. Il y a des bons côtés par rapport à toutes les avancées, par rapport à toutes les recherches, par rapport à la paix, tout ça dans le monde, c'est grâce à l'Europe. Mais d'un autre côté, on perd peut-être un petit peu de reconnaissance. La boulet dans l'univers mondial, européen et national, c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand on voit les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, on a le sentiment qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'objectif humain ou altruiste derrière ça. Et c'est frustrant en fait. Est-ce que nous, on est vraiment écoutés? Il n'y a personne qui vient, personne de la municipalité qui vient voir comment ça se passe ici. Je sais qu'ils n'ont pas trop le temps pour aller partout. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Et personne, j'ai jamais vu personne. Après, peut-être ils sont venus, j'étais pas là. Mais je sais pas où j'étais parce que je suis toujours là. Je fais un appel aux élus d'être plus présents dans ce quartier. Nous aussi, on va les aider, les élus. C'est pas que les élus, entre guillemets, seuls. Ils ne peuvent pas changer le monde, les élus. Hein. Il faut une complicité entre les citoyens et les élus pour aller de l'avant. Il y a une partie de Marseille qu'on laisse là, planter, qu'on laisse se démerder, tandis que l'autre partie, on donne tout pour cette partie. Parce que ça ramène des touristes, du coup, ça ramène plus d'argent à l'État. La partie, comme je dirais, les quartiers nord et tout ça, c'est laissé à part. Les mairies et les communes, elles souffrent énormément, quoi. Elles ont moins de rentrée d'argent. Si elles ont moins de rentrée d'argent, elles ne peuvent pas entretenir leur route comme avant. On n'a pas Internet, on n'a pas la fibre optique. Je pense sincèrement qu'ils nous prennent pour des gros ploucs. On est quand même 50% de la population, c'est pas rien. La France, elle favorise finalement ceux qui sont déjà très favorisés. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vite de Paris à Marseille, mais on ira de plus en plus lentement de Verdun à Bar-le-Duc. J'ai voulu consulter au CMP, donc centre médico-psychologique le plus proche de chez moi. C'est à 9 km, à Saint-Aubin-d'Aubigné. Or, on m'a répondu que non, je ne pouvais pas m'y rendre. Je devais aller à Rennes à 25 km. Je pourrais le faire juste à côté de chez moi, mais non. Je dois faire des kilomètres, parce que je ne suis pas dans la bonne agglomération. Bien vivre, ce serait tenir compte du ressenti des gens. Vous avez tel âge, donc
vous êtes automatiquement, comment ils appellent ça, dépendant. Même si on ne peut pas faire, on n'est pas pour autant dépendant. Combien de fois on a pu entendre que la France était un modèle, que ce soit par son service public, que ce soit par sa justice, que ce soit par sa police, par son hôpital, par ses ingénieurs. On doit s'enorgueillir du système français. Et on doit peut-être le réorganiser, le simplifier dans certains domaines, mais ne pas l'abandonner. Sur le plan écologique, en 2050, on aura des grands soucis, que ce soit montée des eaux, pollution de l'atmosphère. On a un bon exemple aussi ici, c'est la vallée de l'Arve. On va retrouver effectivement un petit nuage gris assez sympa au-dessus. Les entreprises voudront toujours produire plus, voudront faire plus. Même moi, j'aurais toujours envie de plus voyager, de faire plus de choses. On assiste vraiment à une explosion au niveau du béton et on voit très bien, notamment au niveau des transports et tout ça, que c'est pas du tout adapté, quoi. Moi, personnellement, je me sens oppressé, clairement. On a un espace, un lieu de vie qui est adapté à un nombre de personnes, à une nature, à une culture. Et quand il y a trop de monde qui vient, forcément, la dilution, l'état d'esprit change. Le fait d'être confiné, on s'est rendu compte que l'économie aussi en avait pris un coup, en fait. Et que du coup, nos agriculteurs, si on n'utilise pas leurs services, c'est quelque chose qui va disparaître. Quand les gens me disent « la France est bien », je leur dis « oui, elle est bien ». Mais d'un côté, il y a le positif et le négatif. Elle est bien, mais elle accueille des personnes qu'il ne faut pas. Les étrangers, ils ont plus que nous, les Français. Ça nous fait du mal à ceux qui habitent dans les villes, que des maires s'occupent d'autres personnes qui ne sont pas ici. Cette mixité sociale, elle me donne une intelligence émotionnelle dans mon milieu de travail. Une empathie, un leadership en fait finalement naturel qui se crée en vous. Et ça, je vous assure que vraiment dans le monde du travail, c'est une richesse inouïe. J'ai 40 ans, je ne sais même pas si je vais avoir une retraite plus tard. Rien que ça déjà. Donc je me dis, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Il faut que je leur laisse quelque chose. Comme je fais partie de la classe des laissés pour compte. Je gagne trop pour pas avoir et je gagne pas assez pour avoir. Automatiquement, ils vont être tributaires financièrement de mon avenir à moi et ma femme, quoi. On nous dit beaucoup, oh, dans les villages, il n'y a pas de boulot, il y a des jeunes qui font rien. Non, si on aide ces jeunes-là, il y a du boulot dans les villages. Si on les encourage à monter leur petite auto-entreprise ou leur entreprise SARL chez nous, ils resteront chez nous. Mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir ma société. Et pourquoi pas passer de patron à grand patron. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est bien. Mais quand c'est nous, on fait travailler les gens, c'est encore mieux. Liberté, égalité, fraternité. Je rajouterai à la suite solidarité, parce que c'est inévitable en France. Moi qui ai pu faire un voyage en Californie, on pourrait s'inspirer déjà de la joie de vivre. Ça serait un petit peu mieux pour tout le monde. Puis surtout le soutien pour toute cause. Ils sont toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose. La France a un énorme avenir, elle a un énorme potentiel. La France, c'est le luxe, c'est ses fromages, c'est son vin, c'est son esprit d'entreprise. Le plus important pour ce pays, c'est surtout de croire en sa jeunesse et en ses citoyens. Parce que de toute façon, que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce sont les citoyens qui font vivre et grandir un pays. Alors, qui souhaite réagir? Je vous propose, comme on a eu un petit temps de retard à l'allumage, de prendre 4-5 réactions, pas plus, et de tout de suite repasser la parole après à Olivier Faure. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Parfait. Ben voilà. Une première demande de parole. 2, 3. Alors, ce serait bien qu'il y ait des dames aussi, des femmes. Parce qu'on a 3 hommes là. Donc la première femme qui lève la main, vous avez une priorité absolue. Parfait. Monsieur. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ariel Imi. Je vous pose une question par rapport à la Lune. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne m'adresse pas uniquement à Olivier Faure, mais évidemment à la ligne du Parti socialiste. Et dernièrement, vous êtes allé à une manifestation devant l'Assemblée nationale de soutien aux policiers, mais qui affichait un soutien qui était extrêmement politisé, de défiance à l'égard des institutions, défiance à l'égard des parlementaires qui étaient en cours de vote, défiance à l'égard de la justice, avec des discours d'extrême droite. Et voilà, je voulais comprendre comment et pourquoi,
comment d'ailleurs cette ligne avait été prise, cette décision avait été prise au Parti socialiste, alors même qu'on a d'une part une criminalité contre les policiers qui n'a jamais été aussi basse sur ces 30 dernières années. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts dans la police, dans les opérations. Il n'y a jamais eu autant de violence policière qui est devenue un problème politique fondamental en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de sanctions à l'égard des policiers malgré la quantité de violences policières. Et il y a une politisation à l'extrême droite de la police qui vote, selon les derniers chiffres Cevipof, à 75%. Donc j'aimerais comprendre, beaucoup je pense, aimeraient comprendre pourquoi vous êtes associé à un tel rassemblement de défiance à l'égard des institutions. Merci beaucoup. Madame, alors, on va vous amener un micro. On va vous amener un micro. Je ne sais pas où est le micro, mais il va arriver. Je vais prendre... C'est le micro orange. Orange, bon, très bien. D'abord, je voudrais, comme j'ai déjà vu plusieurs fois, puisque j'ai assisté à tout, je voulais dire que j'ai entendu tout à l'heure dans la cour des jeunes, parce que j'ai vu aujourd'hui, agréablement surprise du nombre de jeunes qui participent à ce festival, et j'en remercie tous les gens, qui disent qu'ils viennent chercher ici une parole qu'ils n'entendent pas ailleurs. Et ça, c'est un mot, je l'ai retenu. Voilà. Pour vous, c'est quoi cette parole qu'ils n'entendent pas ailleurs ? En fait, ils ont énormément de réseaux sociaux, des repères familiaux avec les chaînes de télé qu'on connaît, avec des engagements politiques ou pas dans les familles, ou des choses comme ça. Ils entendent des discours, mais j'ai l'impression qu'ils ne se l'approprient pas. Et que, notamment la personne que j'ai entendue, venait ici entendre des choses pour l'ensemble de la gauche, pour se faire une idée lui-même et entendre des mots qu'il n'entend pas ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais signaler d'abord par rapport à ça. Et pour ce, je voudrais remercier Christian pour l'organisation de ce festival, à titre personnel. Ensuite, par rapport au petit film, comme je l'ai déjà dit ce matin aux autres intervenants, je suis très touchée par ce jeune qui dit qu'il aime travailler et que travailler pour quelqu'un c'est bien, mais qu'il rêve d'être patron et grand patron pour faire travailler les autres. Alors moi, je me pose la même question que ce matin, c'est quoi ce rêve ? Voilà. J'en termine puisque du coup j'ai pris plusieurs notes. Et j'aime beaucoup l'idée d'un projet un projet joyeux. Alors voilà, je suis militante socialiste, voilà, je ne le cache pas, mais j'aime beaucoup cette idée du projet joyeux. Merci beaucoup. Alors, une dernière réaction, monsieur ? Oui, bon. Ça va, vous m'entendez ? Oui. Oui, je voudrais commencer par rapport à ce qu'a dit l'orateur précédent. Alors, une chose en plus, la réaction d'Anne Hidalgo, quand on a peinturluré avec attaque, vous savez, le truc de la Samaritaine, on l'a enlevé 10 minutes après, et ça y est, elle a fait une campagne contre le terrorisme en bande organisée et tout. Bon, c'est assez électoraliste tout ça. Là, j'ai entendu beaucoup d'orateurs qui sont très convaincants. Maintenant, le problème, c'est on essaye de dire qu'est-ce qu'on veut à la fin. On veut 10%, 8%, 15% pour s'apercevoir qu'unis, on aurait pu gagner. Est-ce qu'il faut une défaite pour qu'après, on se dise, bon, on a loupé quelque chose ? Est-ce que maintenant, avec cette idée de primaire, là où je suis personnellement engagé, de dire, bon, est-ce que vous êtes prêts à reconnaître, à vous plier à la décision d'une primaire, où on dirait, bon, on veut ni d'Hidalgo, peut-être, on veut pas de Mélenchon, on veut quelqu'un de consensuel pour pouvoir espérer gagner, pour ne pas essaimer nos voix sur différents candidats. Quelqu'un disait ce matin, s'il y a un candidat de la gauche, je voterai pour lui. Si on a 2, c'est pas la peine. Et si on a 3, je resterai encore plus loin. Merci beaucoup. Alors, Olivier Faure, dans ce que vous avez entendu avant, pendant et après le film, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous ferait réagir particulièrement ? Bon, d'abord, ce qui me fait réagir, c'est votre présence, c'est le fait que vous soyez nombreuses et nombreux. Et c'est vrai que, ça a été dit tout à l'heure par monsieur,
On est parfois inquiet parce qu'on voit une participation qui est en baisse, mais on voit aussi qu'il y a une vitalité démocratique. Et mademoiselle disait, les jeunes sont toujours là, simplement ils ne se mobilisent plus exactement là où nous, les anciens, peut-être, avons envie qu'ils se mobilisent. Donc ils sont très présents dans les manifestations, dans le mouvement social de manière générale, mais ils ont le sentiment que c'est par des actions de résistance, de désobéissance civique, par des mouvements, des happenings, etc., qu'ils ont la capacité à faire davantage bouger les choses. Et finalement, la politique, c'est ce qui était dit dans le film, quelqu'un qui disait, mais les conseillers régionaux, ils n'ont pas de pouvoir. Les députés n'ont pas de pouvoir. Personne n'a de pouvoir. Et donc, au fond, pourquoi élire des gens qui nous représentent, mais qui n'ont aucune capacité, finalement, à nous représenter, à nous engager et à obtenir? Je vais répondre aux questions très précises qui ont été posées, hein, mais d'abord, je réagis sur le film. Je veux vous raconter une anecdote qui, pour moi, m'a fait à la fois bondir et en même temps, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a quelques mois maintenant, je discute avec les Gilets jaunes dans ma circonscription. Et je vois un gilet jaune, c'était à l'époque où on n'était déjà plus au début du mouvement, c'était plus les gilets jaunes des ronds-points du début, c'était ceux qui continuaient le mouvement, moins nombreux, mais qui continuaient à aller sur Paris semaine après semaine. Et moi, je leur dis un peu naïvement, je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous êtes avec des Black Blocs, avec des gens qui donc nuisent à votre mouvement, et donc comment pouvez-vous accepter de finalement continuer à manifester alors que vous savez très bien que à la fin de chaque manifestation, votre message sera partiellement abîmé par la présence de gens violents. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, monsieur le député, moi je vous aime beaucoup, j'ai voté pour vous, etc., donc pas de souci. Mais maintenant, réfléchissons ensemble. Il y a eu des manifestations au début de la période Macron contre la loi SNCF et contre les ordonnances Pénicaud. Les syndicats nous ont mobilisés. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Dites-moi. Alors, comme chacun d'entre vous, j'ai répondu, ben, rien. Il me dit, vous êtes député d'opposition. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée? Je dis, ben, je dépose des amendements, je fais des propositions de loi avec mes collègues socialistes. Il me dit, mais combien d'amendements vous avez réussi à faire adopter depuis que vous êtes député d'opposition? Je dis, ben oui, très peu. Il me dit, nous, on a manifesté pendant 3 semaines. On a eu des soutiens dans l'opinion, des sondages extraordinaires, 80% des Français qui soutiennent le mouvement, etc. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Et puis, il y a des gens qui sont venus et qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. Et là, les milliards sont tombés. Alors, vous comprenez, monsieur le député, eh bien, moi, je ne suis pas violent, mais ce que j'ai compris, c'est que dans cette société, la seule chose qui marche par rapport à ce pouvoir, c'est la violence. Et c'est le drame que nous vivons depuis 4 ans. Le drame parce que, à force de se couper de tous les corps intermédiaires, à force de refuser de vivre avec le Parlement, de considérer les syndicats, d'entendre les collectivités locales, de répondre au mouvement social, eh bien, effectivement, c'est la violence qui s'est imposée, souvent verbale, parfois symbolique et même parfois physique. Et c'est tout le problème auquel nous sommes désormais confrontés. Et la question pour nous tous, c'est comment est-ce qu'on renoue avec une démocratie consolidée. Ça va me permettre de parler d'un certain nombre de sujets, mais je ne veux pas être trop long et répondre aussi aux questions qui m'ont été posées très directement. D'abord, la question que me pose Maître Halimi. Je comprends parfaitement la question et j'avoue que si elle n'avait pas été posée, sans doute aurait-il fallu que j'y réponde moi-même. Parce que je sais que ça a semé un trouble et je sais que c'est une question qui aussi parfois peut nous diviser. Pourquoi est-ce que le Bureau national du Parti socialiste a pris la décision de se rendre à cette manifestation? D'abord parce que c'était une organisation qui n'était pas celle d'Alliance, mais d'une intersyndicale, et que tous les syndicats de policiers que nous avons rencontrés nous ont demandé de venir pour ne pas les laisser justement dans un face-à-face avec l'extrême droite. Et il y avait beaucoup de drapeaux Alliance dans la foule, parce qu'ils étaient distribués par le syndicat Alliance, mais il n'y a pas qu'Alliance qui a parlé. Il y avait aussi l'UNSA, la CFDT, etc. Et les discours qui ont été prononcés ce jour-là n'étaient pas tous du même tonneau, si j'ose dire. Et il y avait des discours dans lesquels on ne pouvait pas se reconnaître, et puis il y avait des discours dans lesquels c'était plus facile d'entamer un dialogue, même si, j'avais dit en m'y rendant, moi je suis contre les peines planchers, et c'était la principale revendication portée là par l'ensemble des formations syndicales, et je leur ai dit d'entrée de jeu que moi je ne porterais pas ce discours-là et que je ne me reconnaissais pas dans ce discours. Mais ce serait aussi un vrai sujet
que de considérer que la police, qui est aussi un service public, c'est une police républicaine qui exerce un métier difficile, que nous ne pouvons pas être en dialogue avec eux et chercher justement à les ramener du bon côté de la rive. J'entends ce qui est dit sur une profession qui serait gangrénée par l'extrême droite, mais j'entends aussi ce qu'ils me disent quand je les rencontre sur le terrain, pas dans les manifestations, mais ceux que je rencontre dans ma circonscription, ce qu'ils me disent sur le sentiment d'abandon, le sentiment que quelques années plus tôt, Renault embrassait un flic et que quelques années plus tard, tout le monde déteste la police. Et donc, il y a un problème aussi que nous devons envisager et que nous devons aussi considérer. Il n'y a pas de métier qui soit... On disait, il n'y a pas de saut métier. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de saut métier. La police républicaine, elle est utile, elle est nécessaire. Simplement, il y a un lien à créer avec eux. Alors, est-ce que je me reconnais dans ce qui a été dit ce jour-là par Alliance? La réponse est non. Est-ce que je considère que les violences policières, ça n'est pas un problème? La réponse est là encore non. La preuve, c'est que quand les violences policières se sont multipliées, je suis celui qui a demandé une commission d'enquête parlementaire sur ces faits, qui a eu lieu, dont les conclusions ont été rendues, mais qui n'a pas été aussi loin que je l'aurais souhaité. Mais évidemment, on ne peut pas tolérer ni le racisme dans la police, ni les violences quand elles ne sont justifiées par rien, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut considérer que la police ne sert à rien ou qu'elle serait forcément l'ennemi de celles et ceux qui manifestent. La vraie responsabilité, j'étais hier avec le directeur départemental de la police dans mon département qui vient d'arriver, et qui me parlait de ça aussi, parce que ça les traumatise aussi, les policiers. Et il me dit, mais on est crevé après ces années gilets jaunes, ces années mouvement social sur les retraites, etc. On n'en peut plus. Et je lui ai répondu, je vous comprends tellement, mais la question qui est posée à vous comme à moi, et surtout qui est posée au chef de l'État, c'est comment est-ce qu'on règle politiquement des questions qu'on a cherché à régler uniquement par le maintien de l'ordre et donc par l'autorité. C'est ça la difficulté, c'est qu'on a un pouvoir aujourd'hui qui a choisi de répondre aux grandes questions qui lui sont posées, aux grands mouvements qui lui font face, par effectivement l'autorité, par la violence, là où il devrait le faire, par le dialogue et par la démocratie. On prend une deuxième série d'interpellations, de questions. Monsieur. Alors, monsieur, vous voyez bien qu'il y a un problème déjà. Hein. Monsieur, donc, qui, où et madame? Je voudrais répondre à madame d'un mot. Pendant que le micro arrive. Je sais que j'ai été trop long, mais sur la question du jeune tout à l'heure qui disait « je préfère être mon patron et être même un grand patron, etc. » C'est là aussi que la gauche doit réfléchir, parce qu'il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui disent « c'est plus facile pour moi de trouver un client que de trouver un patron ». Et donc, c'est tous ces jeunes-là qui disent finalement, j'aimerais tellement pouvoir être VTC, etc. J'en rencontre tout le temps qui me disent, mais moi je préfère être VTC plutôt que d'être taxi. Je préfère être VTC plutôt que d'être dans une entreprise de maintenance, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à la fois le lien salarial qui pose un problème, et surtout, ça c'est ce qu'ils rêvent avant d'y être. Mais quand ils reviennent après avoir été chez Deliveroo, là, ils disent quelque chose de complètement contradictoire. Ils disent qu'ils veulent non plus être livreurs chez Deliveroo ou VTC, ils disent qu'ils rêvent du statut de salarié. Et donc, le combat que nous avons à mener dans l'année qui vient et dans les années qui suivront, c'est évidemment pour que l'on reconnaisse ce lien, qui est un lien de dépendance entre les livreurs, toutes celles et ceux qui vivent des plateformes et les plateformes elles-mêmes. Et c'est un sujet dont on peut penser que pour l'instant, il ne nous touche pas parce qu'on n'est pas livreur, on n'est pas chauffeur, etc. Sauf que cette question-là, elle vaut aujourd'hui pour des métiers qui sont des métiers peu qualifiés. Demain, elles vaudront, y compris pour un avocat, elles vaudront pour un journaliste, elles vaudront pour des tas de gens qui seront salariés de plateformes, enfin plus exactement qui seront dépendants de plateformes et qui devront finalement, parce qu'elles auront le monopole de la clientèle, ils devront se plier à des algorithmes, à une puissance qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est la destruction complète d'un siècle de combat du mouvement ouvrier. C'est ce que dit l'éleveur de chèvres au début, quand il dit on ne voit pas le sens de ce monde que nous construisent les GAFA. Tout ça, c'est frustrant. Monsieur? Oui, bonjour Olivier. On a un documentaire qui, en gros, nous explique le niveau d'incertitude et de fragilité de nos concitoyens. C'est ce qui est frappant. Il y a une forme de fragilité sociale, une fragilité par rapport aux questions environnementales et par rapport à toute une série de questions. Et on sent bien que
faute de réponse politique, il n'y a pas de participation citoyenne. On est dans cette tension-là et pourtant il n'y a pas de désespoir. On voit qu'il y a de l'espoir dans ce qui est exprimé là. Donc en réalité, il y a une attente. Et la question qui est posée à la gauche, et à tous les partis de la gauche, parce que le rôle des partis, c'est de structurer l'offre politique, donc de réduire, de simplifier le nombre de candidats qui se présentent sur une ligne de départ. La question est de savoir si l'année prochaine, on sera dans un format tel qu'on l'a vu par exemple aux élections municipales l'année dernière, où finalement l'offre était relativement simple, cohérente, et a attiré les électeurs de gauche dans cette situation de fragilité, ou si on revit d'autres séquences, y compris plus récentes, de division et de dispersion, qui fait qu'à l'arrivée, on a cette absence de masse qui est considérable. Vous commencez en disant, finalement, on entend une forme d'espoir quand les gens parlent, même quand ils parlent de problèmes. Comment vous expliquez que cet espoir, personne s'en saisisse, personne ne le fasse vivre ? Mais parce que on a d'abord une partie des réponses, malgré tout, sont des réponses qui doivent être confiées aux pouvoirs locaux dans un pays qui est ultra centralisé. Et la réalité, c'est que, évidemment, nos concitoyens sentent que les collectivités territoriales qui auraient une bonne partie des réponses n'ont pas les moyens de ces réponses. Et que donc, en fait, quand on a des budgets à 500 € par habitant à l'échelle d'une commune ou d'une région, c'est la norme française, on a 10 fois moins de pouvoir que des régions ailleurs dans le monde qui ont ces moyens-là et qui font cohésion sociale aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame, derrière vous. Bonjour. J'aurais deux questions, en fait. La première qui va recouper un peu celle qui vous a été, on va dire la réponse que vous avez faite sur la question de la manifestation policière. On parle beaucoup en ce moment de République exemplaire. Et au-delà de la question d'être présent ou pas à cette manifestation, ce qui était, à titre personnel pour moi, une faute politique, on peut défendre la police au sens de la nécessité qu'on en a en société et en même temps, je crois, aujourd'hui, avoir un discours tout aussi exemplaire sur ce que doivent être les règles déontologiques qui s'appliquent à la police. Et je pense qu'à ce stade, honnêtement, dans le discours, on n'est pas très équilibré sur la question. Et je ne reprendrai pas tous les exemples de ces derniers mois, mais on a vu quelques grosses sorties de piste qui vont... évidemment des violences policières dont on parle peut-être trop peu ou trop mal, jusqu'à des cartes de vœux, je crois, qui étaient racistes, de commissaires de police. Ça, pour la réponse sur la première partie, je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ferme sur ces aspects-là et qu'aujourd'hui, notre discours de soutien est probablement pas assez ferme sur ces valeurs-là. Le deuxième élément que je voudrais mettre au débat et peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est sur l'espoir qu'on voudrait susciter pour demain. C'est quoi les grandes lignes de ce qu'on veut insuffler pour demain ? Tout le monde crève d'avoir un projet qui porte de l'espoir. Ça fait 48 heures qu'on est là, ça fait 48 heures qu'on demande tous ça. Et honnêtement, au-delà des débats techniques, je ne crois pas qu'on ait sorti aujourd'hui début de ligne qui nous porte pour demain. Donc ça passerait par quoi ? Cette histoire de République, là, on doit bien pouvoir incarner quelque chose qui incarne à la fois nos valeurs et le respect du souhait de vivre en sécurité, au sens de ne pas être agressé, de se sentir confortablement dans sa vie, aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique, que d'un point de vue social, que d'un point de vue physique. On aurait peut-être quelque chose à porter là-dessus. Je suis désolée, mais au bout de 48 heures, à part notre envie collective et d'avoir pris à partie tous les intervenants pour leur dire, comme dans le film, notre besoin d'espoir et d'un projet qui nous porte, on n'est pas arrivé très loin. Alors, monsieur, madame, et retour à Olivier Faure. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis étudiant en droit, je viens d'avoir ma licence. Et il y a quelques semaines, justement, ma position d'étudiant en droit m'a fait réagir à un de vos propos, sur lequel vous avez tout de suite reculé derrière, et heureusement. C'est quand vous avez dit que les policiers devraient avoir un droit de regard sur ce qui se dit dans la justice. Et beaucoup dans le milieu juridique, justement, on a hurlé parce que c'était une atteinte fondamentale, notamment à la séparation des pouvoirs. Mais le problème, c'est que vous avez réagi, vous vous êtes repris juste après, mais ça reste quelque chose pour lequel beaucoup de Français, aujourd'hui, pourraient être d'accord, ou même sont d'accord des fois, et de manière plus générale, sont d'accord avec beaucoup de choses
qui serait inimaginable dans le milieu de la justice. Quand on voit à quel point les juges s'en prennent souvent plein la figure de personnes qui méconnaissent totalement le fonctionnement de la justice, qui seraient prêts à tolérer des choses... Vous l'expliquez comment ça ? Je pense que c'est déjà une grande méconnaissance et peut-être aussi un manque d'ouverture, dans le sens où les institutions juridiques, il y a toujours quand même, on ne va pas se mentir, je suis juriste, je me tire un peu une balle dans le pied, mais il y a toujours un petit entre-soi qui fait qu'il y a des termes, il y a des choses comme ça qui font que la justice peut parfois être relativement fermée au reste de la société. Même si elle fait des efforts, on voit notamment les rédactions des décisions de justice qui sont améliorées. Mais le problème, c'est que je trouve que les gens qui ne sont pas formés justement au milieu de la justice sont vraiment prêts à accepter des choses qui seraient intolérables dans une démocratie. Et je voudrais vraiment savoir quelle est votre position là-dessus et comment est-ce que vous réagissez et comment vous vous positionnez sur ce sujet. Alors, madame, et puis conclusion, réaction de Olivier Faure. Alors, deux sujets. J'aimerais bien voir le positionnement de la gauche en général et du PS en particulier. Je ne sais pas si je suis qualifié pour répondre pour toute la gauche, mais enfin, je vais essayer. Si un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'on va se rassembler un jour. La première, c'est la question de l'entreprise. Pour rebondir tout à l'heure, et notamment, vous avez évoqué le sujet des plateformes. Aujourd'hui, les plateformes, il y en a quelques-unes qui se forment en coopérative. Il y en a une vingtaine, et en termes de modèle économique, ça ne tient pas la route, parce qu'en termes de prix de revient, face à Uber et Deliveroo, on sera toujours plus cher. Donc comment on fait en tout cas pour accompagner ce type d'initiative, pour faire en sorte que demain ça devienne un modèle dominant? Ça, c'est ma première question par rapport à l'économie, et de manière générale, comment en tout cas la gauche se positionne beaucoup plus fortement et beaucoup plus... voilà, que ça devienne un vrai sujet, que ce ne soit pas le dernier sujet. J'ai posé 3 fois la question ce matin, il y a une personne qui a répondu à la fin. La deuxième, vous avez entendu la jeune femme qui parle de l'étranger, qui prend la place d'eux. Alors je m'appelle Fatima, j'ai eu la chance de ne pas vivre le racisme, peut-être un petit peu plus maintenant que j'ai 50 ans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une libération de la parole qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend mon prénom, on réagit beaucoup plus qu'il y a seulement 20 ans. La parole est à vous. Alors, dans quel ordre? Enfin, je vais peut-être finir sur la justice, comme ça on en parlera, enfin, j'espère qu'on aura clos le chapitre. Oui, effectivement, dans cette séquence dont on a déjà évoqué tout à l'heure l'existence, j'ai eu une expression qui était une expression maladroite, et sans doute aurais-je dû dire autrement les choses, et donc j'ai parlé d'un droit de regard. Je rassure tout le monde, je n'ai jamais voulu mettre sous tutelle la justice, et d'ailleurs, personne chez les socialistes n'a jamais voulu mettre sous tutelle la justice par la police, c'est une évidence, et je crois que ceux qui de bonne foi m'entendent régulièrement savent qu'il n'y a pas un tyran qui sommeille en moi. Donc, c'est peut-être la mauvaise expression. Que voulais-je dire? Je voulais dire qu'il y a aujourd'hui un problème que vous connaissez toutes et tous parfaitement. Pourquoi les gens, justement, sont sensibles à cette idée que la justice, c'est n'importe quoi, que la justice est le problème pour les Français plus que la police? Il y a cette histoire que vous avez entendue 100 fois, je vais vous la raconter une nouvelle fois et vous raconter pourquoi on la raconte. Cette histoire, c'est celle du policier qui interpelle un jeune homme le dimanche soir, qu'il amène ensuite au tribunal, et le lendemain matin, le même jeune homme, qui était sur un point de deal par exemple, se retrouve dans la rue et fait un pied de nez au policier. Cette histoire-là, vous la connaissez tous. La droite la raconte à l'envi. Et du coup, on vous dit quoi? On vous dit, bah, c'est plus la peine d'avoir des policiers, de toute façon, ils ne servent à rien, ils sont à chaque fois démentis par la justice. Est-ce que cette histoire, c'est une histoire que vous avez déjà entendue ou pas? Oui. Est-ce que c'est une histoire qui fonde justement le rejet de la justice pour une part des Français? La réponse est oui aussi. Donc comment est-ce qu'on fait, notamment pour que ces choses-là n'arrivent pas? Eh bien, tout simplement, ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'il faut savoir, sauf quelques ressorts de juridiction,
la plupart du temps, un policier, quand il arrête un délinquant, qu'il le remet à la justice, eh bien, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Et donc, quand il le voit le lendemain, il ne sait pas si le jeune homme est simplement relâché et qu'il n'y aura pas de suite donnée à son dossier, ou si il sera en réalité convoqué dans 18 mois pour être jugé et à ce moment-là, éventuellement condamné. Mieux encore, vous avez des gens qui sont condamnés par la justice, mais qui ne sont pas immédiatement mis sous écrou. Et donc, qui sont condamnés, mais qui sortent libres du tribunal. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est condamné et que le policier retrouve dans la rue, pensant qu'il ne lui est rien arrivé après son propre jugement. Parce qu'il peut très bien être amené à aller dans son établissement pénitentiaire quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et le seul cas où la justice informe la police de ce qui s'est passé au moment de la condamnation, c'est quand le prévenu a été condamné en son absence et donc qu'il est considéré comme en fuite. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal non plus que quand vous avez à décider de la dangerosité d'un détenu, on réunit des commissions qui réunissent des tas de gens très bien, l'aumônier, le moniteur de sport, les visiteurs de prison, mais on ne cherche pas à avoir l'avis de la police. Je prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui est un détenu qui est détenu parce qu'il a renversé un piéton. Donc il est renversé pour un délit routier et un homicide involontaire en l'occurrence. Mais peut-être qu'en réalité, même s'il n'a pas été condamné pour cela, et c'est normal qu'il ne l'ait pas été parce qu'il n'a pas été pris en flagrant délit où il n'y a pas de preuves suffisantes, mais peut-être que ce détenu est aussi un détenu qui est connu pour être un prêcheur de haine, par exemple. Dans ces cas-là, est-ce que c'est utile de le mettre dans la même cellule que deux jeunes qui vont être en fait des jeunes que l'on sait fragiles, en rupture familiale, etc. La réponse, là aussi, est non. Et donc, qu'est-ce que... Oui, pardon, je suis trop long. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un continuum police-justice qui fonctionne mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'il faut arriver à faire admettre à chacun, et qu'on ait deux services publics qui travaillent ensemble plutôt que de s'opposer systématiquement, même si l'évidence, c'est que la décision en matière de détention, elle n'appartient qu'aux magistrats et uniquement aux magistrats. Pour le reste, il s'agit d'un rôle consultatif et non pas d'un rôle décisionnaire. Nous sommes là-dessus parfaitement d'accord. Il y a un principe qui est très clair, celui de la séparation des pouvoirs, et nous n'y reviendrons jamais. Voilà. Alors, après, sur la question de savoir qu'est-ce qui pourrait réenchanter. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous réenchanter, et en même temps, on le sait tous, et on ne sait pas comment y parvenir, parce que, ça a été dit par plusieurs, on voit bien dans quelle impasse se met systématiquement la gauche. Il y avait au moment, prenons l'exemple des régionales et des départementales. Je sais que la participation était faible. Mais je sais aussi que c'est mieux qu'un sondage, parce qu'on nous conditionne en permanence avec des sondages, avec 500 personnes qui sont nos représentants. Quand vous en avez plusieurs dizaines de millions qui votent, là, ça ne compte pas. Bon, donc il y a eu, plus qu'un sondage, il y a eu une élection. Et dans cette élection, vous avez 3 tiers qui se sont opposés, un tiers d'extrême droite, un tiers de libéraux, et puis un tiers de la gauche et des écologistes. Eh bien, le tiers le plus important au soir du second tour, c'est le tiers de la gauche et des écologistes. Et donc, il y a bien là matière à espoir. Mais comment le nourrir? Je suis trop long. Ouais, en fait, Éric Piolle attend depuis 5 minutes. Il est le suivant sur la liste. Ah, d'accord. Pardon, Éric. Mais alors, je ne veux pas dire que c'est Éric qui va donner la réponse, parce que là, je manquerai à tous mes devoirs, mais il y a effectivement quelque chose... Enfin, je vais le dire dans ces cas-là de manière très abrégée. J'en suis désolé, parce que ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu répondre, mais on le dit tous, il faut une république, parce que nous sommes des républicains. Pour ma part, je suis un républicain assumé, universaliste, et même si j'entends la critique qui peut être faite par d'autres courants, les décoloniaux, intersectionnels, etc., je ne rejette pas ce qu'ils peuvent apporter comme critique, parce que je la considère comme potentiellement constructive pour mieux tenir la promesse républicaine, mais je ne participe pas de leur conclusion qui est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc d'abord la République. Ensuite, eh bien, une République qui soit évidemment sociale. Je ne développe pas, depuis Jaurès, on dit la même chose. Évidemment, complétée aujourd'hui par une République qui soit écologique.
Parce qu'il faudrait être fou pour ne pas voir ce qui se passe du Canada au Japon et que ce qui nous attend est suffisamment terrible pour les générations qui viennent pour qu'on y prenne notre part dès à présent. Évidemment, une république qui soit aussi une république démocratique. On l'a dit depuis tout à l'heure, trop repose sur un seul, et donc il faut en finir avec la république jupitérienne, avec cette présidentialisation à outrance qui domine tout le débat, et même dans le débat que nous avons entre nous à gauche. Imaginez une seule seconde que ce ne soit pas une élection présidentielle, mais une élection législative qui détermine quel est celui ou celle qui deviendra chancelier ou chancelière de la République française. Eh bien, tout le débat que nous avons serait totalement déplacé et vous n'auriez pas ce débat incroyable. Vous avez 5 écologistes, X socialistes, un communiste, un insoumis, etc., qui font qu'aujourd'hui, nous sommes incapables, à l'heure où nous nous parlons, de trouver le chemin qui pourra nous rassembler et de faire en sorte que nous puissions, l'année prochaine, gagner l'élection présidentielle. Donc oui, aussi, une république plus démocratique. Et enfin, égalité femmes-hommes, la question a été posée aussi. Une république qui considère qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des différences qui sont simplement liées au genre, mais je pourrais dire non seulement au genre, mais aussi aux origines, à la religion, etc., etc. Et je cède bien volontiers la parole à Éric Piolle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà. Allô, allô. Allô. Allô, allô, la régie. Allô, allô. Coucou. Bon, si on veut me donner du son, ce sera bien. Allô. Ah, voilà. On m'a donné du son, c'est gentil. Alors, comme je reconnais depuis ce matin quelques têtes, la plupart d'entre vous connaissent la règle du jeu. Mais d'autres sont venus pour la première fois, et notamment notre invité Éric Piolle, le maire de Grenoble et candidat à la primaire écologiste. Donc je rappelle quand même très très rapidement Sandrine Rousseau, Larouturou, Pierre Larouturou, Clémentine Autain, Olivier Faure qu'on vient de voir, et c'est à vous Éric Piolle. Donc le principe, c'est qu'on va regarder pendant 5 minutes quelques paroles de français qui ont beaucoup été reprises dans les débats précédents, puis vous allez à votre tour prendre la parole, et la question c'est quels sont les thèmes, les sujets dont vous pensez qu'ils devraient être au cœur du débat politique qui s'annonce, enfin qui a déjà largement commencé et qui va se poursuivre dans les prochains mois. Et bien sûr, je laisserai Éric Piolle réagir à son tour, à la fois à ce qu'il a entendu et au sujet qui lui semble, lui, devoir être au cœur des débats publics. Donc on regarde rapidement ces paroles de français, je vous laisse les noter, Éric Piolle, et puis on entame le débat tout de suite. C'est parti, on en a pour 3 quarts d'heure et ça va être formidable. C'est parti. Le président de la région n'a aucun pouvoir, le maire local n'a aucun pouvoir, le député local n'a aucun pouvoir, et le préfet, représentant de l'État, en principe, qui a le pouvoir, les boîtes, ils ont... Et c'est un problème de démocratie, parce qu'on vote pour des élus, mais ils n'ont pas le pouvoir. La mondialisation, il y a tout. Il y a des bons côtés par rapport à toutes les avancées, par rapport à toutes les recherches, par rapport à la paix, tout ça dans le monde, c'est grâce à l'Europe. Mais d'un autre côté, on perd peut-être un petit peu de reconnaissance. La boulet dans l'univers mondial, européen et national, c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand on voit les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, on a le sentiment qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'objectif humain ou altruiste derrière ça. Et c'est frustrant en fait. Est-ce que nous, on est vraiment écoutés? Il n'y a personne qui vient, personne de la municipalité qui vient voir comment ça se passe ici. Je sais qu'ils n'ont pas trop le temps pour aller partout. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Et personne, j'ai jamais vu personne. Après, peut-être ils sont venus, j'étais pas là. Mais je sais pas où j'étais parce que je suis toujours là. Je fais un appel aux élus d'être plus présents dans ce quartier. Nous aussi, on va les aider, les élus. C'est pas que les élus, entre guillemets, seuls. Ils ne peuvent pas changer le monde, les élus. Hein. Il faut une complicité entre les citoyens et les élus pour aller de l'avant. Il y a une partie de Marseille qu'on laisse là planter, qu'on laisse se démerder, tandis que l'autre partie, on donne tout pour cette partie. Parce que ça ramène des touristes, du coup ça ramène plus d'argent à l'État. La partie, comme je dirais, les quartiers nord et tout ça, c'est laissé à part. Les mairies et les communes, elles souffrent énormément, quoi. Elles ont moins de rentrée d'argent. Si elles ont moins de rentrée d'argent, elles ne peuvent pas entretenir leur route comme avant. On n'a pas Internet, on n'a pas la fibre optique. Je pense sincèrement qu'ils nous prennent pour des gros ploucs. On est quand même 50% de la population, c'est pas rien. La France, elle favorise finalement ceux qui sont déjà très favorisés. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vite de Paris à Marseille, mais on ira de plus en plus lentement de Verdun à Bar-le-Duc. J'ai voulu consulter au CMP, donc centre médico-psychologique le plus proche de chez moi. C'est à 9 km, à Saint-Aubin-d'Aubigné. Or, on m'a répondu que non, je ne pouvais pas m'y rendre. Je devais aller à Rennes à 25 km. Je pourrais le faire juste à côté de chez moi, mais non. Je dois faire des kilomètres, parce que je ne suis pas dans la bonne agglomération. Bien vivre, ce serait tenir compte du ressenti des gens. Vous avez tel âge, donc vous êtes automatiquement, comment ils appellent ça, dépendant. Oh, même si on ne peut pas faire, on n'est pas pour autant dépendant. Combien de fois on a pu entendre que la France était un modèle, que ce soit par son service public, que ce soit par sa justice, que ce soit par sa police, par son hôpital, par ses ingénieurs. On doit s'enorgueillir du système français. Et on doit peut-être le réorganiser, le simplifier dans certains domaines.
mais ne pas l'abandonner. Sur le plan écologique, en 2050, on aura des grands soucis, que ce soit montée des eaux, pollution de l'atmosphère. On a un bon exemple aussi ici, c'est la vallée de l'Arve. On va retrouver effectivement un petit nuage gris assez sympa au-dessus. Les entreprises voudront toujours produire plus, voudront faire plus. Même moi, j'aurais toujours envie de plus voyager, de faire plus de choses. On assiste vraiment à une explosion au niveau du béton et on voit très bien, notamment au niveau des transports et tout ça, que c'est pas du tout adapté, quoi. Moi, personnellement, je me sens oppressé, clairement. On a un espace, un lieu de vie qui est adapté à un nombre de personnes, à une nature, à une culture. Et quand il y a trop de monde qui vient, forcément, la dilution, l'état d'esprit change. Le fait d'être confiné, on s'est rendu compte que l'économie aussi... on avait pris un coup, en fait, et que du coup, nos agriculteurs, si on n'utilise pas leurs services, c'est quelque chose qui va disparaître. Quand les gens me disent « la France est bien », je leur dis « oui, elle est bien ». Mais d'un côté, il y a le positif et le négatif. Elle est bien, mais elle accueille des personnes qu'il ne faut pas. Les étrangers, ils ont plus que nous, les Français. Ça nous fait du mal à ceux qui habitent dans les villes, que des maires s'occupent d'autres personnes qui ne sont pas ici. Cette mixité sociale, elle me donne une intelligence émotionnelle dans mon milieu de travail, une empathie, un leadership en fait finalement naturel qui se crée en vous. Et ça, je vous assure que vraiment dans le monde du travail, c'est une richesse inouïe. J'ai 40 ans, je ne sais même pas si je vais avoir une retraite plus tard. Rien que ça déjà. Donc je me dis, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Il faut que je leur laisse quelque chose. Comme je fais partie de la classe des laissés pour compte, je gagne trop pour pas avoir et je gagne pas assez pour avoir, automatiquement, ils vont être tributaires financièrement de mon avenir à moi et ma femme, quoi. On nous dit beaucoup, oh, dans les villages, il n'y a pas de boulot, il y a des jeunes qui font rien. Non, si on aide ces jeunes-là, il y a du boulot dans les villages. Si on les encourage à monter leur petite auto-entreprise ou leur entreprise SARL chez nous, ils resteront chez nous. Mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir ma société. Et pourquoi pas passer de patron à grand patron. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est bien. Mais quand c'est nous, on fait travailler les gens, c'est encore mieux. Liberté, égalité, fraternité. Je rajouterai à la suite solidarité, parce que c'est inévitable en France. Moi qui ai pu faire un voyage en Californie, on pourrait s'inspirer déjà de la joie de vivre. Ça serait un petit peu mieux pour tout le monde. Puis surtout le soutien pour toute cause. Ils sont toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose. La France a un énorme avenir, elle a un énorme potentiel. La France, c'est le luxe, c'est ses fromages, c'est son vin, c'est son esprit d'entreprise. Le plus important pour ce pays, c'est surtout de croire en sa jeunesse et en ses citoyens. Parce que de toute façon, que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce sont les citoyens qui font vivre et grandir un pays. Voilà, alors, il y a des micros, voilà, grâce aux bénévoles du festival qui sont d'attaque, enfin oui, voilà, ici, et puis ici, voilà, donc il faut lever la main, c'est pas très compliqué. Quels sont les sujets que vous avez repérés dans ces enquêtes, issus de milliers et milliers d'interviews, et quels sont ceux que vous avez, vous, en tête, et dont vous vous dites ils doivent être au cœur des débats politiques, du débat public qui vient, et sur lequel vous avez envie que Éric Piolle réagisse. Alors, je vous laisse la parole, là. Voilà, tout de suite. Voilà, vous allez commencer. Ensuite, une autre intervention. Laissez bien la main levée le plus longtemps possible pour qu'on vous voit et qu'on vous amène un micro. Allez-y, je vous en prie. Oui, ça va être simple. La place de la citoyenneté, tout simplement. Le rôle présidentiel. Est-ce qu'on continue aussi avec une constitution bonapartiste ? Il faut parler de renouveau démocratique. Je pense que c'est central. Mais le renouveau démocratique, aujourd'hui, il passe par quoi? Parce qu'en attendant qu'on échange éventuellement la Constitution, les pratiques, des débats politiques et des débats publics arrivent, vous voulez qu'on discute de quelle façon et de quelle manière pour réintéresser éventuellement les gens au débat public, à votre avis? Qu'est-ce que vous attendez des candidats ou de ceux qui veulent être candidats à la présidentielle? Ça va être peut-être pas très original, mais déjà aller sur le terrain, vraiment. On est allé militer et, dans des quartiers populaires. Parfois, on est très bien reçus, mais autant, parfois, on nous limite jette des pierres en nous disant « Vous êtes là pour vos élections, mais après, où est-ce que vous êtes ?» Ok, très bien. Alors, merci. Donc, faire des auditions citoyennes, c'est bien. Très bien. Madame, tout au fond, pour alterner, oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à madame? Voilà, ou alors vous vous rapprochez un tout petit peu, ce sera pratique pour... nos amis qui courent un petit peu moins.
Voilà, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis frappée, moi, par le sentiment qu'ont les citoyens quand même que nous sommes face à une grande urgence. Ils le ressentent, hein, l'urgence. Ils ressentent l'urgence climatique, ils ressentent l'urgence démocratique et l'urgence sociale. Et je trouve que, pour le moment en tout cas, il n'a pas été beaucoup question de l'urgence que la gauche écologique et sociale, gagne l'échéance de 2022, qu'il faut absolument maintenant gagner. Et que pour gagner, il faut se mettre ensemble sur des réponses, pas seulement des idées vagues, mais aussi des réponses à la situation. Et une des choses qui m'embête un tout petit peu, c'est que, à part Pierre Larouturou, mais il est reparti là en ce moment, mais jusqu'à présent, il a assisté à toutes les auditions citoyennes, alors que les autres n'ont pas assisté aux autres auditions citoyennes. Et ça m'ennuie. Et ça m'ennuie parce que je pense que le projet, par exemple, de la primaire populaire est précisément d'inciter les hommes et les femmes politiques à s'écouter plus encore qu'à affirmer leur position, à écouter. Très bien, merci madame. Alors, très bien. Il y a, qui a levé la main encore? Voilà. Alors, je ne suis pas le maître des micros, donc levez bien la main qu'on sache où vous êtes. Oui? Si c'est vous, allez-y. Si vous vous levez, c'est plus pratique, on vous voit. Sinon, c'est pas facile. Hein. Merci. Moi, j'avais une question, donc toujours pour rebondir effectivement avec la remarque de madame. Effectivement, qu'il faut aussi écouter et avoir. On cherche de toute manière l'union. Enfin, beaucoup de personnes ici souhaitent l'union en 2022 de la gauche. Est-ce qu'a été mis sur la table une fois ou peut-être même plusieurs fois la possibilité que plutôt que de présenter un seul candidat, finalement ce soit une équipe que vous présentiez à la présidentielle avec évidemment une tête, puisque le jeu des présidentielles veut que ce soit une personne qui fasse l'élection présidentielle, mais peut-être que si vous arrivez avec une équipe quasiment construite, je ne veux pas dire un gouvernement, ça fait beaucoup, mais qu'on sache un petit peu, telle personne serait intéressée par tel poste, telle autre personne dans ce poste, et ça c'est mon équipe. Est-ce que ça ne ferait pas un peu plus mouche dans l'élection présidentielle? Je vais laisser Éric Piolle répondre, bien sûr, mais gardez le micro 2 secondes. Il y a une chose qui m'étonne toujours, parce que quand on interviewe les Français, eux, ils ne parlent jamais de ce sujet. Ils parlent de différents sujets, on les a entendus, la démocratie, la jeunesse, les territoires, l'égalité, et vous êtes deux à venir sur les questions qui sont très importantes, bien sûr, très politiques, qui sont la réunion de la gauche. Vous, à votre avis, la gauche et les écologistes, quel est le sujet ou quels sont les sujets qui doivent être au centre du débat parce que ce sont les sujets que les citoyens portent et sur lesquels ils interpellent la gauche et les écologistes? Pour vous, c'est quoi? Il y a plusieurs sujets, mais je pense qu'un sujet qui est très important, c'est la question de la représentativité de nos élus aujourd'hui, en fait. La démocratie participative, on en parle beaucoup, mais je pense qu'arriver, et quasiment tous les candidats de la gauche en parlent, une des manières de le démontrer que oui, ils veulent la faire, c'est, je pense, arriver au présidentiel avec pas une personne, mais une équipe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore des interventions avant que je donne la parole à Éric Piolle? Oui, monsieur tout au fond. Pardon. On lui apporte un micro. Voilà. Oui, merci. Je vais revenir tout de suite sur la question du pouvoir économique et des entreprises. Ça fait plusieurs fois que le sujet a été abordé et aux dernières séances, là, il n'y a pas eu du tout de réponse sur le sujet. Alors, on ne peut pas répondre sur tous les sujets, sans doute. Moi, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est la question essentielle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire au niveau économique? Quels moyens on va se donner pour que la démocratie s'applique aussi au niveau des pouvoirs économiques, au niveau des entreprises? C'est-à-dire c'est-à-dire que gagner pour gagner l'élection, je veux bien. On a élu François Hollande il y a quelques années, qui a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Il a consacré beaucoup d'efforts à détricoter le Code du travail. Je veux dire, bon, je caricature peut-être un peu, mais quand même, moi, je voudrais savoir où je vais, où on va, et quels moyens on se donne pour appliquer les décisions qu'il faudra prendre au niveau économique. On est dominé
au niveau international, essentiellement, je vais caricaturer un peu, mais par les GAFAM qui décident d'à peu près tout, y compris de ce qu'on doit avoir dans notre esprit et de ce qu'on doit consommer. Et au niveau du fonctionnement des puissances économiques, les traités européens nous ficellent quand même beaucoup. Alors, je veux bien qu'on décide de faire des grandes choses. Quels moyens on va se donner? Et les moyens, c'est au niveau économique qu'il faut les avoir. Et donc, ça veut dire que la démocratie, il faut qu'elle s'applique aussi aux entreprises, c'est-à-dire dans les entreprises et à l'égard des entreprises. Très bien. Alors, s'il y a eu, comme le fait remarquer Ripiol à très juste titre, et j'allais le faire, il n'y a pratiquement que des hommes, à part Madame tout à l'heure, qui a pris la parole, exactement le contraire de ce qui s'est passé jusqu'à présent, où les femmes ont été un peu plus nombreuses. Donc j'invite les participantes qui sont là à ne pas hésiter à prendre le micro. Voilà. On va quand même, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler avant qu'Ripiol réagisse? Quelqu'une d'autre? Non, toujours pas. Bon, très bien. Alors c'est à vous. Une question à quelqu'un qui souhaite être président de la République, puisque vous êtes candidat. Une question qui, moi, me travaille beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de transition écologique, on s'aperçoit que quand on va sur le terrain, ça produit de l'opposition. Je vais prendre un exemple. En Bretagne, un pays que je connais bien, vous n'êtes pas de là, mais quand même, vous avez entendu parler, les déjections des cochons, ça provoque les algues vertes. Et ça crée une opposition farouche entre les agriculteurs, qui ne sont pas des gens qu'il faut mépriser, et une autre partie de la population. Si on prend les éoliennes, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut prendre à peu près tous les éléments de la transition écologique. À chaque fois, on risque un conflit majeur avec 2, 3, 4 parties de la population dont nous sommes. C'est-à-dire, ce n'est pas des ennemis, c'est la même population. Pour éviter la guerre de tous contre tous, j'y arrivais, excusez-moi, lors de la transition écologique, vous ferez comment? Très bien. Allez, à vous de réagir, Éric Piolle. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour ce format qui permet d'être plus vivant que les tables rondes où on parle en séquence et en tunnel. Quelques petites réactions sur ce qui a été partagé, notamment autour de peut-être l'organisation de la société, mais finalement, avant de voir comment s'organise dans cette société, il faut voir qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble. Et il me semble que, pour revenir sur la question qui a été abordée autour de l'urgence, moi, ce qui me meut, ce n'est pas l'urgence. Parce que l'urgence, en fait, elle est écrite depuis 1972 et le rapport Meadows. Voilà, on sait que, si tant est qu'on ne le savait pas avant, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et nous savons que nous sommes en train de grignoter notre planète. En 1970, le jour du dépassement, c'était au 350e jour de l'année. 15 ans plus tard, c'était au 250e. 15 ans plus tard, c'était au 200e. Nous en sommes là à peu près. On a gagné quelques jours à cause du Covid. C'était le 18 août l'année dernière. Et ça sera probablement fin juillet ou début août, dès que le redémarrage de l'économie aura eu lieu. Donc, si vraiment notre moteur de l'action était l'urgence, en pratique, on a un problème parce qu'on n'agit pas. Et pourquoi? Parce que, de mon point de vue, l'urgence, en fait, elle répond elle fait écho à un danger et que le danger fait écho à la peur. Et que la peur met assez peu de monde en mouvement. La réaction de notre cerveau reptilien face à la peur, c'est la fuite en avant, la soumission, la paralysie ou le combat quand l'animal qui est en face de nous, qui nous attaque, est à notre taille. Mais là, le dérèglement climatique, on a tous compris que ça n'était pas à notre taille humaine. Donc, je ne crois pas qu'il faille s'appuyer sur l'urgence. Évidemment, ça met des gens en mouvement. Hein. On le voit, on voit les marches climat, on voit les marches de jeunes, ça génère du mouvement, mais dans une petite partie de la population. Donc, il me semble qu'il est préférable de travailler sur nos aspirations communes. C'est ce que portait Bruno Latour au début du confinement avec son questionnaire sur l'essentiel, ce questionnaire qu'il a publié sur AOC. Que voulons-nous faire ensemble? Et c'est là, je crois qu'il y a un repositionnement fondamental de ce que nous voulons faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, une promesse de progrès social et économique à travers la croissance du PIB, à travers l'industrialisation,
à travers la mécanisation du travail, à travers l'industrialisation de l'alimentation et de l'agriculture. Mais en fait, aujourd'hui, cette promesse sociale et économique, ça fait déjà maintenant plus de 40 ans qu'elle génère des prédations terribles sur la planète et qu'elle génère des inégalités sociales terribles. Donc moi, je préfère repositionner en partant de nos aspirations, et nos aspirations qui sont de vivre dignement, de penser que nos enfants pourront vivre également dignement, que nous pouvons tous nous émanciper, que nous sommes pour l'égalité, et ben, ça s'appuie sur un autre triptyque que les 4 piliers du développement durable, hein, qui ne sont que la digestion par le modèle libéral de la contrainte environnementale et de la contrainte démocratique. Je pense qu'il nous faut nous appuyer sur quelque chose de plus puissant qui parle plus à nos aspirations et qui nous dit que nos activités, qu'elles soient individuelles, collectives ou institutionnelles, c'est-à-dire sociétales, elles doivent avoir comme objectif, comme triple objectif, de nous garantir des sécurités. C'est-à-dire de dire que notre capacité à vivre, à notre mobilité, notre santé, notre façon de nous loger, de nous alimenter, de nous éduquer, cette capacité à vivre passe par la justice économique. Deuxième pilier, que nous devons chérir les biens communs et le vivant, c'est-à-dire que nous devons réaliser que l'espèce humaine n'est pas une espèce de prédation, et donc nous appuyer sur ces biens communs et ce vivant pour gérer la communauté ensemble, et donc cette justice démocratique. Et un troisième pilier qui est de ne pas s'appuyer sur nos peurs, mais de cultiver nos aspirations, nourrir notre désir de sens. Et donc ce point de départ-là, qui organise en tout cas tout mon projet politique, qui passe donc de fait dans la dimension, ça a été évoqué à plusieurs reprises, à la fois le pouvoir économique, celui des GAFAM qui a été posé, qui passe par un prérequis, au-delà de ces aspirations, un prérequis qui est nous devons nous attaquer au système de rente de situation et de spéculation. Voilà. Nous ne pourrons pas transformer les choses si nous laissons les quelques-uns qui sont de moins en moins nombreux mais qui s'enrichissent massivement, si ceux-là nous laissons les mains, non seulement parce que l'argent qu'ils captent, nous en avons besoin pour la transition sociale et environnementale, mais qu'en plus, leur mécanique de fonctionnement, leur façon leur logique extractiviste et prédatrice détruit la planète et détruit nos liens sociaux. Donc ça, c'est le cœur pour moi du projet, qui passe par une participation, vous parlez de participation, de démocratie participative, la gestion des communs, le pilotage des communs est pour moi un excellent vecteur de travail en communauté, parce que ça peut s'ancrer dans le réel, c'est des projets concrets, ça crée de l'adhésion, ça crée du débat, et donc les communs, comment on gère nos réseaux d'eau, de chaleur, nos réseaux numériques dont nous devons reprendre le contrôle, comment on fait ça dans la gestion des biens communs, hein, qui nécessite des coalitions d'acteurs, qui nécessite aussi un accès de tous à nos ressources fondamentales. Excusez-moi, juste un point là-dessus, parce que le jeune homme qui a pris la parole a commencé là-dessus, l'enquête commençait là-dessus, et c'est ce qu'on rencontre dans toutes les enquêtes, et les élections viennent de le montrer, gérer en commun, participer, mais quand on voit 10% des jeunes seulement qui se rendent aux urnes, quand on voit 30% des Français inscrits sur les listes, c'est-à-dire moins encore qui participent aux élections, comment, dans le projet que vous portez, comment vous analysez ça, et comment vous pensez pouvoir, je dirais, contrecarrer, vous parlez de contrecarrer beaucoup de choses tout à l'heure, mais celui-ci, ce déficit démocratique qui a l'air d'être au cœur de beaucoup de réflexions depuis ce matin, comment vous l'envisagez ? Je pense que la démocratie est un entraînement. Donc d'abord, si j'avais une solution, ou si quelqu'un a une solution, qu'il se lève et parle. Mais aujourd'hui, nous voyons les tendances d'abstention depuis 50 ans. Donc si quelqu'un avait une solution pour lutter contre l'abstention, a priori, peut-être qu'il s'en serait fait l'écho et tout le monde se serait dit « Génial, nous n'avions pas vu cet éléphant qui traînait dans un coin » et on l'aurait mis en œuvre. Donc je n'ai pas de solution magique, voilà, qu'on se le dise. Par contre, c'est pour ça que je m'appuyais sur la question des communs, parce que je vois, nous, les dynamiques territoriales de participation qui se mettent en place à l'échelle locale, ça crée vraiment un entraînement qui génère de la participation. Pas forcément du vote d'ailleurs, y compris dans les quartiers populaires. Là, on a à la fois dans certains quartiers une vie associative et une vie de gestion des biens communs, une vie culturelle très riche, et moins de 10% de vote à la fin. Donc parfois il y a une déconnexion entre les élections et la vie en commun. Donc je crois aussi que c'est en s'appuyant sur un modèle qui porte un futur désirable et réaliste qu'on peut susciter du coup de l'adhésion. Voilà. Donc après, j'ai pas de formule magique par rapport à cela, mais pour rebondir, peut-être il y avait aussi une question évoquée sur la primaire populaire. C'est pour moi un bon exemple.
Parce que de loin, on se dit, ben, génial, voilà un processus qui permet à tout le monde de sortir par le haut, c'est-à-dire sans guerre de parti, et qui offre un débouché pour qu'il y ait un seul candidat, une seule candidate, une seule personne candidate dans l'ensemble de ce que j'appelle moi l'arc humaniste, pour ne pas trop nous écraser et nous ramener à un axe unidimensionnel comme si les humains étaient unidimensionnels. Parce qu'une fois qu'on a dit gauche-droite, il faudrait dire gauche, oui mais attention, non productiviste, oui mais attention qui n'a pas fait de concession au néolibéralisme, oui, etc., etc. Bon. Donc là, ça pourrait être le cas. Et pourtant, là où on a l'impression que tout le monde pense que tout le monde a envie de ça, mais il n'y a que 50 000 signataires aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi que ces 50 000 signataires, ils n'ont pas fait le boulot pour aller convaincre chacun 3 personnes, parce que s'ils avaient fait ce boulot-là, aujourd'hui, ils ne seraient plus 50 000, ils seraient déjà 200 000. Donc là, il y a un petit décalage, mais de fait, la primaire populaire pourrait être, si elle atteignait, on va dire, 2 millions de votants, 2 millions de signataires, pourrait être une issue assez forte. Et peut-être rebondir en dernier, peut-être sur deux dimensions, sur la dimension rencontre, hein, écoute, et la dimension conflit. La rencontre et l'écoute, c'est toujours indispensable et nécessaire. Moi, ça fait 6 mois que je fais un déplacement toutes les semaines. Et ben, c'est sûr que petit à petit, se brosse d'abord une connaissance, une appréhension hein, de la France, de ce qu'est la France, des différents modes de vie, des différentes problématiques. Et puis petit à petit, vous faites éponge aussi. Hein, et donc ça vous façonne. Ce sur quoi vous passez du temps, il y a un moment, il faut que votre stratégie se voit dans votre agenda. Donc de fait, moi je crois que les milieux ruraux et les quartiers populaires sont 2 enjeux majeurs de notre société. Et donc, mon premier déplacement de campagne était à Clichy-sous-Bois, mon deuxième était au quartier de la Goutte d'Or, j'étais dans les quartiers populaires de Roubaix, de Toulouse, de Montpellier, je serai bientôt dans ce danger. Et donc, il y a là quelque chose d'évident pour moi, d'y passer du temps, parce que c'est le faire avec qui va permettre de fonctionner. Et ce matin, j'étais dans le Morvan, donc autour là plutôt du monde rural, parce que ça me semble aussi un enjeu essentiel. Et pour finir, peut-être monsieur, la démocratie, ce n'est pas l'absence de conflits. La démocratie, c'est comment on régule les conflits, et donc les conflits d'usage et les conflits d'aspiration, sans guerre, sans violence. Et donc moi je suis bien placé pour le voir, puisque quand nous sommes arrivés à Grenoble en 2014, nous avons remporté la ville en 2014 avec cette liste donc rassemblant cet arc humaniste, citoyen de gauche, écologiste, ça a généré énormément de conflits. Énormément de conflits, violents. À tel point qu'on a fait des conseils municipaux sous protection policière pendant 1 an. Donc des conflits violents. Malgré ça, 6 ans plus tard, il y a une élection où il y a 30% de plus de gens qui viennent voter pour nous. Donc ça veut dire que ce conflit, il fait bouger les lignes aussi. Le conflit, c'est aussi du débat. Donc je ne crois pas qu'il faille escamoter le conflit. Hein. Pierre Charbonnier nous dit que l'écologie est par nature clivante. Elle est clivante dans la société parce qu'il peut y avoir touché des intérêts particuliers. Et elle est clivante pour chacun de nous, puisque nous sommes à la fois avec nos aspirations et nous sentons bien qu'on est aussi pris dans cette espèce de roue d'hamster de consommation et de société de consommation permanente. Et donc nous sommes tendus, écartelés nous-mêmes dans nos aspirations. Et c'est ça qui est plutôt réjouissant. Et c'est pour ça que je crois que nous pouvons gagner cette élection présidentielle en 2022. C'est que du coup la réponse néolibérale ou la réponse identitaire n'est pas inscrite dans l'ADN des Français. Je ne crois pas que la France, moi, glisse à droite. Je crois que la France est paumée, comme d'ailleurs une bonne partie de la planète, et que donc quand on est en situation où on est paumé, eh ben, on est en capacité de bouger de façon extrêmement rapide, et nos aspirations qui sont conflictuelles, quand on les tranche, elles peuvent donc se déplacer. Et donc c'est pour ça que je cherche à porter un message d'espoir pour cultiver ce qu'il y a de positif en nous. Très bien, merci. On va continuer en prenant... Alors voilà, les mains se lèvent et cette fois-ci, il y a des dames. Au premier rang, il y en a 2. Une, on va équilibrer, donc on va prendre... Voilà, absolument, c'est ce qu'on va faire. Merci, vous avez raison. Madame, et relevez la main encore, celle qui est derrière. Voilà, encore plus haut qu'on vous voit. Merci, madame. Oui, vous avec les lunettes là sur la tête. Voilà, merci. Allez-y. Alors, attendez, parce qu'on n'a pas encore entendu. Recommencez. Monsieur Piolle, moi j'avais des questions par rapport à la transition écologique. Comment vous comptez vous y prendre pour la transition alimentaire? Tout ce qui est économie circulaire à l'échelle des banlieues, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Mais dans quel domaine et à quelle échelle vous pourriez mettre ça en place?
D'accord. Pourquoi c'est important cette question pour vous? Pourquoi elle vous intéresse dans le débat public? Parce que du coup, c'est l'avenir, l'économie circulaire. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une économie qui n'est pas linéaire, donc qui ne passe pas par les grands secteurs industriels, mais plus par les petits producteurs à l'échelle locale. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de passer par une transition alimentaire, donc se diriger vers un monde donc, plus économe, plus d'économie durable, des consommateurs et des producteurs responsables. Et donc c'est l'avenir et comment ça peut être mis en place, sachant que la tradition fait que en France, les grands secteurs industriels, on l'a vu par exemple pendant le Covid, avaient beaucoup plus de visibilité, triplé ou quadruplé, voire même leur production, tandis que les petits producteurs souffraient de la crise du Covid. Merci. Votre voisine, voilà. Et ensuite la dame qui a levé la main là, qui est derrière. Allez-y. Du coup, deux sujets. Bon, c'est la 5e audition, c'est... Mais vous avez de la suite dans les idées, ce qui est très bien, ce qui est très utile. Oui, hein, ça. Puis d'un point de vue pédagogique, pour nos élus, c'est vachement bien de reparler de l'entreprise pour qu'on puisse assumer. Donc ma question, elle est vraiment là, à Éric Piolle, ici. Comme aux autres, comment on assume un peu plus l'entreprise. Voilà, je rebondis sur ce que monsieur a dit. Depuis ce matin, on pose la question et en fait, elle est tout le temps oubliée. Donc, ça questionne quand même sur la manière dont on peut assumer le sujet de l'entreprise. On a beaucoup de choses à dire. On a parlé économie circulaire. Tout à l'heure, je parlais économie coopérative. On a parlé économie sociale et solidaire. Puis, sur la question de l'économie en général, c'est quand même le sujet sur lequel on n'est pas très à l'aise. Le deuxième, puisque vous avez proposé et vous avez beaucoup insisté pour que les femmes prennent le micro. Donc, c'était pour le principe aussi. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir en tout cas proposer de vraiment structurant pour que ce soit pas juste un tout petit budget, tout petit, tellement petit qu'au final on n'en fait rien? Très bien. Alors madame derrière, voilà, allez-y. Si on vous passe le micro, voilà, c'est un micro solidaire, il circule tout seul. Allez-y. Mais levez-vous par contre, si ça vous embête pas, parce qu'on vous voit pas du tout. Sinon, voilà, madame. Du coup, bonjour. Donc moi, je voulais faire poser une petite question et poser aussi un peu un constat sur justement l'abstention, vu que vous êtes revenu dessus, et principalement sur l'abstention des jeunes, vu que ça a été dit et redit sur du coup le dernier scrutin qu'il y a pu avoir, là, donc les départementales et les régionales, il y a du coup très peu de jeunes qui se sont mobilisés dans les urnes, et pourtant c'est assez paradoxal, parce que les jeunes c'est quand même les personnes qui se mobilisent au fait aujourd'hui pour essayer de défendre du coup le droit de l'ensemble de la société et de la planète dans la rue, que ce soit avec les marches climat, où on a pu voir que les dernières marches climat, c'est quand même principalement des jeunes qui se mobilisent dans la rue. C'est pareil avec du coup les différentes marches qu'il y a pu avoir sur les violences policières ou sur toutes les questions de LGBTI-phobie, etc. Et pourtant, ce n'est pas des jeunes qui vont se mobiliser au niveau des urnes. Et donc sur ça, j'ai plusieurs interrogations et peut-être des pistes d'analyse pour essayer de pouvoir répondre à cette question qui est quand même assez importante de du coup remobiliser concrètement en fait la jeunesse au niveau de la démocratie participative. Et donc sur ça, déjà c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse magique à apporter sur l'abstention, parce que je pense que sinon on ne se poserait pas cette question s'il y avait déjà une réponse. Mais il y a quand même plusieurs points à aborder à mon avis, qui sont notamment le fait qu'aujourd'hui on n'inclut pas assez du coup dans le débat public les questions sur la jeunesse. Donc là par exemple en ce moment, hier, avant-hier, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce que le repas à 1 € pour les étudiants est annulé et qu'à partir de cet été et l'année prochaine, l'ensemble des jeunes vont devoir se débrouiller en fait pour manger et donc faire une impasse sur leurs études. Et pourtant, qui en parle? Pas grand monde. Donc je pense que c'est important qu'on puisse en rediscuter. Alors, je vous laisse encore, vous inquiétez pas, mais essayez de conclure parce qu'il y a encore 2-3 personnes, il nous reste 10 minutes, je voudrais qu'Éric Piolle ait le temps d'y répondre, donc essayez de conclure, soyez gentils. Oui, donc je vais faire rapide, de toute façon il ne me reste pas grand chose à poser. Et du coup, les autres pistes d'analyse que j'ai, donc c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à inclure concrètement les jeunes dans la représentation politique, parce qu'aujourd'hui c'est pas vrai que c'est les jeunes qui sont le plus mis en avant dans le débat public non plus sur l'ensemble des questions politiques, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, notamment pour déjà redonner une crédibilité du coup à la démocratie et faire en sorte que du coup ça ne soit plus juste des débats de façade lors des élections et qu'il y ait vraiment du coup des jeunes qui s'engagent concrètement. Merci. Allez, alors on continue. Voilà, alors il y a 1, 2, 3 mains qui sont levées. On prend les 3, ce sera les tout de suite. Ah ben oui, mais je ne voyais pas, vous êtes mis derrière moi. Alors,
Voilà, voilà. Ah non, mais commencez par ceux qui sont là, comme ça on gagnera du temps, et puis on va trouver un micro pour monsieur ici. Voilà, allez-y. On fait 1, 2, 3, mais ensuite on n'aura plus le temps, sinon vous ne pourrez pas répondre. Bonjour. Alors, soyez bref et de levez-vous, ce serait vraiment sympa qu'on vous voit, sinon on ne vous voit pas du tout. Du coup, bonjour. Alors, moi, j'ai... Et parlez plus près du micro, on ne vous entend pas. Je vais revenir rapidement sur la jeunesse. La jeunesse, c'est un âge de la vie qui aujourd'hui est pas protégé. On a, par exemple, vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale et des progrès sociaux qui ont eu lieu après. On a notamment eu un quatrième âge de la vie un troisième âge de la vie qui a été reconnu, qui était les retraites. Aujourd'hui, on a un quatrième âge de la vie qui n'est pas protégé. Tout simplement, on l'a vu même pendant la crise sanitaire, c'est beaucoup des jeunes, des étudiants qui faisaient les files d'attente aux distributions alimentaires. Et on a une politique aujourd'hui d'aide sociale à destination de jeunes qui fait beaucoup référence aux familles. Tout simplement, on a des jeunes qui dépendent énormément de leur famille. Du coup, j'avais une question. Quelle est votre position par rapport à la question de défamiliariser les politiques d'aide sociale à destination des jeunes? Très bien, merci beaucoup vos voisins. Pendant ce temps-là, on va amener un micro à monsieur pendant que les autres prennent la parole. Il y en a 2, normalement, ça devrait aller. Allez, donc on fait circuler celui-ci par là et un autre ici. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. Bonjour. Alors je voudrais vous poser une question qui est très peu abordée. La sécurité, c'est un sujet important dans la vie de nos citoyens et qui pourtant n'existe pas à gauche. Quels sont les changements qu'on pourrait faire pour arrêter que nos citoyens n'aient plus peur de la police ? À juste titre. Comment renouer le lien de confiance qui a été complètement brisé les dernières années? Très bien, je pense qu'en plus Éric Piolle a eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur cette question. Allez, il y a encore 2 personnes là, puis ensuite je viens vers monsieur. Voilà, il y avait une dame qui était à côté de toi, une autre ici et monsieur là. Allez. Bonjour, j'ai juste une question en fait par rapport à votre vision par rapport à l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Est-ce que vous voudriez changer des choses? Et si oui, comment? Et voilà. Très bien, l'Europe, monsieur, comme ça on alterne le temps que le micro arrive jusqu'à madame. Allez-y, oui, levez-vous s'il vous plaît, parce qu'il ne vous voit pas. Bonjour, dans le prolongement, vous prétendez à la magistrature suprême. Dans le prolongement de la question sur l'Europe, c'est quoi les fondements de votre politique internationale, en sachant que les transitions que vous proposez n'auraient quasiment aucun sens si elles restaient qu'à l'échelon national? Très bien, merci. Allez, ce sera donc, on va aller vers la fin de la salle. C'est Oui, enfin la fin. du coup, encore questions, en tout cas. un sujet qui a été peu abordé et on ne peut pas dire que ce soit une obsession ici et peut-être tant mieux. C'est le sujet de l'immigration qui a été très peu évoqué dans le documentaire. Et en fait, je voulais savoir justement quelle était votre position sur le racisme qui grandit et qui se libère de plus en plus en France et comment on répond à un débat fantasmé sur l'immigration. Et peut-être que si on n'en parle pas beaucoup aussi, c'est qu'on est majoritairement des personnes blanches ici. Et je pense que c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de citoyens en France et mérite d'être traité de manière urgente dans les débats futurs. Voilà, merci. Très bien, allez, on s'en tient là. Éric Piolle, à vous de jouer. Merci pour tout cela. Première question portée sur l'alimentation. L'intérêt de l'alimentation, c'est que c'est des sujets qui intéressent tout le monde. Et du coup, ça a un caractère fédérateur extrêmement fort. Quand vous parlez, les sujets qu'on a choisis dans nos politiques publiques, localement, c'était l'alimentation, la santé, la mobilité et l'espace public. Ça intéresse tout le monde. Et après, vous avez des politiques qui sont plus catégorielles, qui intéressent tout le monde de fait, mais dans les politiques publiques, parfois, sont peut-être des angles morts, autour notamment des politiques du logement, qui va être un énorme sujet. Parce que les bulles spéculatives se déplacent et petit à petit se met en place une bulle spéculative sur le logement, qui a déjà, la part de ce qu'on consacre au logement a déjà doublé en l'espace de 40 ans. Et plus ça va aller, là, plus on a un système spéculatif qui vient toucher quelque chose qui est directement une atteinte à notre capacité à vivre. Donc la question de l'alimentation est très forte et elle permet de reconnecter en plus alimentation et agriculture. Parce que de fait, dans l'après-guerre, s'est développé un modèle d'agriculture intensive qui s'est coupé de l'alimentation. C'était la grande mission de nourrir la planète, mais en fait, c'était une mission qui était tronquée et partagée et coupée de l'alimentation. Donc ce que nous pouvons faire à l'échelle nationale, je peux vous parler de l'échelle locale, où nous, on a développé le bio et le local dans les cantines, 95% dans les crèches, on doit être à 60% aujourd'hui dans les écoles primaires.
On est à presque 2 repas végétariens dans les écoles primaires, à 2,5 dans les crèches. Donc des vraies politiques construites autour de l'alimentation. Mais en fait, à l'échelle nationale, ce qui peut faciliter la reconnexion à l'alimentation, c'est déjà, il faudra faire bouger la PAC. La PAC qui est là en train de se conclure est une régression par rapport à la PAC précédente. Donc déjà qu'on ne va pas assez vite, là on est en train de reculer sur la vitesse qu'on n'avait pas avant. Donc un problème majeur et vraiment un impensé. Au mieux, un impensé, au pire, une politique totalement cynique de la part du gouvernement là-dessus, puisque la France pèse quand même de façon majeure sur la PAC. Élément essentiel. La deuxième dimension, c'est la question des marchés publics, ce qu'on peut faire aussi à l'échelle nationale. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des marchés publics en fait, qui déconstruisent les logiques territoriales d'alimentation. Là où nous cherchons dans les collectivités, nous cherchons à construire des logiques territoriales, en construisant des projets alimentaires territoriaux. Les marchés publics, les réglementations des marchés publics viennent casser cela. Et donc on est obligé, quand on peut, de faire des contournements. C'est-à-dire quand on achète des pommes, on demande à ce que le producteur de pommes vienne faire des interventions dans les écoles pour s'assurer qu'il ne vient pas de 800 km pour nous fournir ses pommes. Et là, il faudra vraiment réfléchir sur les traités comme le CETA. Non seulement ancrent encore plus ces réglementations de marché public qui sont totalement déconnectées de l'économie locale, mais viennent casser le CETA. Au Canada, auparavant, les collectivités avaient le droit de mettre dans leurs critères la dimension locale. Avec le CETA, elles n'ont plus le droit. Donc non seulement nous, on a pourri nos systèmes économiques locaux, mais en plus, avec les traités transatlantiques, on va pourrir celui des autres. On a toujours l'impression que c'est eux qui vont nous envoyer de la malbouffe, mais en fait, on contribue à leur malbouffe future. Donc là, le changement de réglementation des marchés publics est un enjeu extrêmement fort, et celui-là, il est national. Le reste, c'est des dynamiques locales. J'étais à Roubaix l'autre jour, ils ont mis en place, comme la Louve à Paris, ou l'éléphant à Grenoble, ou le marché initial à New York, une coopérative d'achat de nourriture essentiellement bio et qui, dans un quartier populaire, rassemble aujourd'hui plus de 400 familles autour de ces questions-là. Donc ça existe, il y a beaucoup de quartiers populaires aujourd'hui où existent ces dynamiques alimentaires parce qu'elles sont fédératrices, c'est un élément de nos quotidiens qui permet de s'organiser collectivement. Deuxième question autour de l'entreprise. Il me semble intéressant de rappeler quand même que entreprendre, ça peut se faire de plein de façons. Donc ce qui est intéressant dans l'entreprendre, c'est que c'est un entreprendre qui peut être ou individuel ou collectif, mais qui prend plein de formes. On peut entreprendre dans une association, on peut entreprendre dans une SCOP, on peut entreprendre dans une SKIP, on peut entreprendre dans une SA, une URL, etc. Et donc c'est important quand même de rappeler que pour sortir d'un débat frontal en disant il y a le monde des entreprises, mais en fait ce qu'on entend dans le monde des entreprises, c'est que les grands patrons du MEDEF. Ce n'est pas du tout la réalité de la diversité des entreprises. Moi, je viens de ce monde-là. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, donc c'est mon parcours. Je me suis engagé en politique en 2010, à l'occasion des élections régionales. Avant, je n'étais pas militant ni adhérent à quoi que ce soit. Je viens du monde de l'industrie. Mais ce qu'on entend dans le monde économique, aujourd'hui, c'est les patrons du CAC 40, ce qui ne correspond pas à la diversité économique. De même que ceux qui ont le pouvoir dans le monde agricole, c'est les gros céréaliers. Voilà. Il y a plein de paysans là, que je rencontre dans mes déplacements en France qui ne sont pas du tout alignés avec les gros céréaliers qui ont des intérêts très particuliers. Donc ce que je pense, moi, c'est que, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le schéma général d'une économie qui est mixte en France. Il y a une économie publique et une économie de marché. Que la question c'est autour de quelle régulation de l'économie de marché et quel curseur. On voit que l'économie néolibérale cherche à pénétrer la sphère publique dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des retraites, par exemple, dans le modèle de la sécurité et de la police maintenant. Donc il y a une pénétration. Et de l'autre côté, nous, on cherche à faire bouger le curseur, notamment autour des communs dont je parlais tout à l'heure, pour sortir de régime de l'économie de marché toute une activité qui sont des activités pour nous sociales et communautaires. Voilà. Mais par contre, l'initiative privée est essentielle. On ne peut pas croire que nous ne sommes que des êtres. On est à la fois des animaux, des individus et des membres de communautés. Et donc ce double truc qu'on retrouve dans le désir mimétique de René Girard fait partie de nos aspirations humaines. Voilà. Donc j'ai aucun problème avec l'entreprise, j'en viens.
Je ne crois pas non plus qu'il faille être à genoux devant le monde économique et se dire « oulala ». Moi, j'ai plutôt rencontré des élus, depuis que je me suis engagé, qui en fait conduisent des politiques de droite parce qu'il faut faire sérieux. C'est exactement les propos que tenait Cécile Duflot hier soir dans cette même salle. Ça, je l'ai vu partout. J'étais scotché qu'en 2010, des parlementaires socialistes que j'avais autour de la table au conseil régional, parce qu'ils cumulent les mandats, donc ils sont à la fois VP du conseil régional et parlementaires, à l'époque c'était possible, et ben, ils étaient encore en train de dire on va nous accuser de ne pas être sérieux. Oui, donc faites la politique de droite pour ne pas donner l'impression qu'on ne serait pas sérieux. Et tous ces professionnels quand même de la politique qui n'ont pas connu de vie antérieure, il y en a toute une partie qui a une certaine fascination sur l'entreprise privée. Je n'ai pas de fascination sur l'entreprise privée, je n'ai pas non plus de dédain, j'en viens, hein, mais je crois que c'est juste, ça fait partie de nos activités humaines. On a plein de façons d'entreprendre. On arrive aux 45 minutes, donc je vous laisse conclure, bien sûr, mais pour que ce soit équitable avec tous les autres qui sont passés, je vous laisse aller vers la fin de votre intervention. Sur la question des femmes, sujet majeur, 1 milliard avait été promis pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On n'en a pas vu la couleur, donc ça c'est un impératif, il faut le faire. Le congé identique pour congé de naissance identique pour les femmes et les hommes. Dans mon livre 2019, je pointais que c'était une nécessité d'avoir un congé obligatoire au moment de la naissance aussi pour les 2 parents. Et ça mettra aussi une égalité dans la sphère professionnelle, mais c'est aussi une égalité dans l'accueil de l'enfant. Et ça me semble essentiel. Je rappelle que quand même c'est la France qui a freiné les négociations européennes en 2018 qui ont plutôt tendance à converger vers cette égalité du congé de naissance. C'est le cas en Espagne notamment, où ils ont fait un plan d'alignement en l'espace de quelques années. Donc là, on est clairement en rétrograde, hein, et c'est le gouvernement, c'est Macron en pratique qui freine ces évolutions-là. Et remettre, là aussi, pousser la parité dans les conseils d'administration, même si c'est un endroit où, pour les multinationales, la France n'est plutôt pas en retard. Mais de fait, il faut assurer la diversité des équipes si on veut assurer derrière une parole qui représente aussi ces femmes et ces hommes. Alors les étudiants, la jeunesse, l'éducation, ce sera votre fin. La gestion. Le 4e risque dont on parlait tout à l'heure, on a beaucoup parlé de risques pour les personnes âgées, des risques après la guerre, mais pas forcément de ce qui s'est passé, on l'a vu pendant le Covid, pour la situation des plus jeunes. La situation des plus jeunes on l'a vu pendant le Covid, hein, la précarisation du monde étudiant, mais du monde des jeunes en général est extrêmement fort. Il y a plusieurs questions qui ont été posées là. Moi, je suis pour l'ouverture du RSA, des droits au RSA aux jeunes, donc cesser cette discrimination sur l'âge et les 25 ans. De fait, je suis également pour le vote à 16 ans. C'est ce que nous faisons à Grenoble. Tous nos dispositifs de participation citoyenne sont ouverts à 16 ans parce que c'est un âge où en fait on a déjà des aspirations, ou encore des aspirations, je ne sais pas comment il faut le dire, et qu'on n'est pas encore pris dans des choix de vie et dans cette précarité qui nous bouleverse. Donc moi je suis favorable à cela. On remonte aujourd'hui, nous, des formations à l'éducation civique à l'extérieur des collèges et des lycées. Donc on a négocié avec l'éducation nationale que les jeunes sortent et aillent se faire former par ou bien nos salariés de notre secteur jeunesse et des gens qui travaillent autour de ces questions de démocratie. Donc ça, c'est un élément qui est central. Les jeunes dans la représentation, de fait, là, ce qui est intéressant dans la période qu'on vit, c'est qu'il se montent quelques écoles, je vais prendre le terme qui a été porté par Philippe Lebrun, là, qui a créé l'école de l'engagement. Il y a des différents groupes qui sont en train de former des gens à acquérir les codes et les éléments de base, on va dire, pour devenir parlementaire l'année prochaine. Donc il y en a un pour les femmes, je crois d'ailleurs qu'il y a un atelier demain autour de cette question, ou peut-être c'était ce matin. Il y a l'école de l'engagement qui est plutôt autour des questions de diversité et de milieu populaire. On pourrait faire pareil pour les jeunes, et de fait confier des responsabilités à des jeunes, ça marche très bien. Ma plus grosse délégation, les 2 plus grosses délégations étaient tenues dans le mandat précédent par des gens qui avaient à peine 25 ans, sur la voirie, l'espace public, la nature en ville et sur la mobilité. Donc c'était des énormes champs et ça a très bien marché, même si ça a pu interpeller les grands experts. Donc ça devrait être votre conclusion normalement. Eh bien, ma conclusion, je vais quand même terminer sur la sécurité.
Sur l'Europe, dire juste que je suis multilatéraliste, pro-européen, fédéraliste, ça ne vous étonnera pas. Que je pense qu'on peut mener dans le travail qu'on fait, on réfléchit à une politique internationale féministe également, qui me semble importante, et que sur les questions d'immigration, c'est nos combats de base. Grenoble est une des villes fondatrices de l'Envita. J'étais avant-hier, j'ai un problème d'espace-temps, avant-hier avec Cédric Héroux dans la vallée de la Roya, avant-hier avec SOS Méditerranée à Marseille. Donc ça fait partie des choses que je porte, et la façon dont nous accueillons l'étranger en fait dit quelque chose de nous, et donc nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette question-là, et c'est un regard qui est profondément humaniste que je porte ici. Sur la sécurité, on monte, nous, des formations avec des partenariats avec le RAID pour retisser du lien police-population. Mais en pratique, il faut élargir les questions de sécurité. On a réduit les questions de sécurité à des questions de police. Donc, ce que j'avais proposé à l'automne, c'était juste avant le Beauvau de sécurité de Macron et Darmanin, c'est de lancer un Beauvau de la confiance pour réélargir les questions de sécurité à l'ensemble du spectre, donc en partant des relations police-population, de la prévention, de la répression et des missions de la police, mais également de celle de la justice. N'oublions pas qu'en France, nous avons le taux de récidive, un des taux de récidive les plus élevés d'Europe, 59% de taux de récidive à 5 ans. Donc en pratique, notre système global, on a plus de personnes en population en prison que le reste de l'Europe, des chiffres qui montent en permanence, sauf au moment du Covid, où tout d'un coup on a relâché 10 000 prisonniers sans que c'était une atteinte à notre sécurité majeure. En tout cas, je n'ai pas vu d'évolution, de choc avec cette libération de 10 000 prisonniers. Et par contre, nous avons 59% de taux de récidive. Donc il y a là un travail d'élargissement plutôt que de se laisser entraîner, vraiment de se laisser entraîner dans un rapport qui est purement un rapport de répression qui, en pratique, ne produit rien de ce que nous souhaitons. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous remercie, Éric Piolle. Merci. Voilà. Et dans 10 minutes, ce sera le tour de Benoît Hamon. Donc voilà, tous ceux que ça intéresse, vous avez le temps de vous rafraîchir et de revenir.